je vous vois pas. Bah, en plus, vous êtes venu avec votre fan club, là, donc trop génial. Bravo. Peut-être on peut applaudir encore Violette, moi je pense. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, Violette, le mois de juin se termine. Vous venez d'organiser énormément d'événements. Là, c'était un mois de juin fatigant, notamment la Marche des Fiertés, le 12 juin. C'était comment? Comment ça s'est passé? En fait, cette année, comme l'année dernière, on nous a interdit la Pride, telle qu'on voulait la faire d'habitude. Ça nous a obligés un petit peu à être créatifs et à essayer de faire autre chose. Donc, notre mot d'ordre cette année, c'était lutter pour être visible, mais pas pour être une cible. Donc, on a axé ces opérations sur la visibilité et sur l'acceptation. Donc, il y avait plusieurs axes. C'est de demander aux Nantais de mettre des drapeaux à leurs fenêtres pour montrer leur soutien. Et puisqu'on n'avait pas le droit de faire une Pride, on a demandé l'autorisation d'une petite manifestation militante. Et on était 9000. Donc, voilà. Bravo. Alors, NOSIG, ça veut dire, je crois, nos identités sexuelles et orientations de genre. C'est un centre LGBTQI+, à Nantes. Ça me paraît intéressant qu'on développe un petit peu quelles sont vos missions et que veulent dire aussi tout ceci. Alors, NOSIG, déjà, veut dire nos orientations sexuelles et identités de genre. Donc, c'est un nom qui montre bien que l'on regroupe toute la communauté, aussi bien par rapport à l'orientation sexuelle, mais aussi dans le genre dans lequel on se définit. Un centre LGBTQI+, c'est un centre qui fédère les associations nantaises. Donc, nous avons dans notre conseil d'administration des représentants de toutes les associations LGBT, ou presque toutes, de Nantes. Donc, ce qui nous permet de pouvoir orienter plus facilement les personnes qui viennent nous voir. Donc, voilà. Alors, vous avez, vous, été élue présidente en février, et vous avez des priorités. Et parmi ces priorités, il y a la formation et la pédagogie à développer au sein même de vos membres. Alors, pourquoi est-ce que c'était important? Pourquoi ça fait partie de vos priorités? Il est difficile de demander à la société de changer, de ne plus avoir de discrimination sur la population LGBT. Qui ont augmenté, hein, les actes homophobes ont augmenté, et transphobes aussi l'année dernière. Sans déjà faire en sorte qu'à l'intérieur même de notre communauté, il n'y ait pas de discrimination. Et ça, c'est important de pouvoir se dire qu'il y a de la transphobie dans le milieu LGBT, il y a de la biphobie, la panphobie, du racisme aussi, en fait, beaucoup de choses comme ça. Et donc, la première chose que l'on fait lorsqu'un bénévole arrive à l'association, c'est de le former, de lui proposer une formation de 2 ou 3 heures, de lui expliquer qu'à NOSIG, on doit être bienveillant envers toute la communauté, et que s'il adhère à NOSIG, ce n'est pas une question d'argent, c'est d'abord une adhésion à nos valeurs, et ça, c'est vraiment primordial pour nous. Alors, vous démontrez bien la complexité du sujet et vous l'illustrez vous-même d'une certaine manière par votre propre vie, vos actions, bien sûr. On voit bien qu'en ce moment, on vit dans une époque où il y a un petit peu de friction sur la question du genre et que finalement, il y a du jeu. Alors, c'est intéressant parce que ce mot-là a un double sens. Et donc, vous-même, vous l'illustrez par votre parcours personnel. Alors, on commence peut-être par la fin et par une bonne nouvelle, puisque vous allez prochainement vous marier pour la 3e fois. Félicitations à vous et à votre femme, ou en tout cas future femme qui est dans la salle. Mais avant de revenir à cette histoire de 3e mariage, peut-être petit flashback pour parler de vos histoires précédentes. Vous êtes né à la fin des années 50, vous êtes l'aîné d'une famille de 3 enfants. Votre père, italo-portugais... Non, italo-espagnol. Espagnol, pardon, voilà, ça c'est une gaffe. Était militaire, et votre mère, femme au foyer, vous destinait à le devenir vous-même. Mais oui, voilà, j'ai été élevée dans l'idée que je n'étais pas faite pour les études, que j'étais faite pour être mère au foyer, malgré une scolarité normale. Hein. Donc c'était l'axe d'éducation que j'ai eu à subir toute mon enfance, effectivement. Sauf que ce n'était pas tout à fait votre plan à vous, pas vraiment, en fait. Non. Alors vous avez fait quoi? En fait, je voulais surtout pas devenir comme ma mère. Ça arrive. Donc après le bac, je me suis inscrite au concours de l'École supérieure de commerce d'Angers, là où j'habitais. Sans en parler à mes parents, je les ai mis un petit peu devant le fait accompli. Sans avoir eu le droit de faire de prépa, parce que voilà, il fallait faire une prépa. Et j'étais reçue.
Donc, Et vous dites même en fait que votre père était particulièrement fier Oui, mon a père posteriori. a posteriori, parce que des collègues à lui avaient leurs enfants qui avaient fait 2 ans de prépa, qui avaient préparé le concours et qui n'ont pas eu. Donc il était assez fier de pouvoir dire à ses collègues, ma fille l'a eu. Et ma mère a eu une réflexion qui m'a vraiment marquée. Ah bah tu vas pouvoir trouver un bon mari dans cette école. Et alors? J'ai pas trouvé de mari dans l'école. Sauf qu'à défaut, vous êtes tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse d'une femme. Voilà, c'est mon premier grand amour. Effectivement, je suis tombée amoureuse d'une femme pendant ses études. C'est une histoire qui n'a pas duré trop longtemps, un peu pas un an et demi. Mais ça a été mon premier amour et c'est un amour qui m'a posé bien sûr beaucoup de questions. Voilà. Et que vous avez gardé pour vous. Et que j'ai gardé cette histoire vraiment pour moi. J'ai essayé de trouver des réponses à mes questions toute seule, mais à l'époque, il faut quand même le savoir, il n'y avait pas Internet. Il y avait 1 ou 2 chaînes de télé. Et voilà, donc difficile de pouvoir trouver des réponses. Parce que j'aimais cette femme, mais je n'étais pas forcément attirée par les femmes, et j'étais aussi attirée par les hommes. Donc je ne connaissais pas grand-chose dans tout ça, et je ne savais pas trop comment me situer. Du coup, vous avez continué, et puis vous avez aussi, dans le cadre de l'ESCA, rencontré votre premier mari. Non, c'était pas dans le cadre de l'ESCA. Bah, n'importe quoi. C'était dans le cadre d'un stage à l'extérieur, voilà. Dans le cadre d'un stage, pardon. Mon premier mari, voilà, Ouais. tout à fait, à la fin de mes études, avec qui j'ai eu 2 enfants, 2 filles. Ouais. Et bon, ça, c'est un mariage qui n'a pas tenu pour différentes raisons, même si je suis restée très amie avec lui. Et par contre, un grand amour pour un homme ensuite, avec un mariage qui a duré longtemps. On n'a pas eu d'enfants ensemble, mais j'en avais 2, il en avait 3. Donc on a élevé 5 enfants. Et ça a duré quand même pas mal de temps. Mais voilà, ça n'a pas duré non plus. Alors, vous dites, vous avez 2 filles, vous avez 6 petits-enfants. Ouais. Et puis, il y a une de vos filles, qui en l'occurrence est lesbienne, qui a eu des enfants, qui a créé une association qui s'appelle Les Enfants d'Arc-en-Ciel. C'est ça. Et vous dites qu'elle vous intègre finalement dans un milieu où tout de suite vous vous sentez bien, tout de Voilà. suite vous vous y sentez légitime. Et il y a cette première rencontre, du coup, avec Nozig, alors que vous prenez votre retraite et que vous vous dites, moi j'ai envie de militer, j'ai envie de faire quelque chose de ma retraite, ce sera du militantisme et ce sera du militantisme. C'est ça. Quelques années avant ma retraite, j'avais l'intention de ne pas passer ma retraite derrière la télé comme le souhaitait mon ex-mari. En fait, c'est un peu à ce moment-là que ça a commencé à mal aller. Donc c'était assez récent, finalement. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais un mari qui me disait, quand tu seras à la retraite, parce que lui il était déjà, tu t'occuperas de moi, je ferai mon jardin, on ira discuter avec la marchande de poissons d'Intermarché. Et c'était pas vraiment... Ça fait pas rêver, ça. Voilà. C'était pas ça. Donc je savais que j'allais militer, j'avais envie de militer, et très rapidement l'envie de militer pour le milieu LGBT. Donc je suis allée à Nozig 2-3 ans avant ma retraite, en me demandant un peu si j'étais légitime, parce que j'avais encore l'image femme hétérosexuelle, mariée, etc. Même si j'avais cette idée de différence et d'un milieu qui me convenait. Et c'est vrai que j'ai été très bien accueillie en fait dans ce centre. Je suis allée à ma première conviviale un mercredi soir, où j'ai pu pour la première fois parler de ce que mes différents ressentis. Et dès ce premier soir, on m'a parlé de pansexualité. Je ne connaissais pas ce mot du tout. C'est vraiment une découverte ce soir-là. J'ai été sur Internet, parce que entre-temps, il y avait Internet. Et par l'intermédiaire d'une association parisienne aussi qui s'appelle Because, j'ai effectivement trouvé la définition et j'ai compris que, oui, c'était ça, en fait. Voilà. Et alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire pansexuel? Dites-nous pour celles qui ici... C'est très proche de la bisexualité. Mais quand on est pan, et je préfère dire pan que pansexuel, parce que d'être bi ou pan, ce n'est pas que du sexuel, c'est aussi du romantisme. Donc, être bi, pour moi, enfin, c'est ma définition, c'est pouvoir aimer personne de son genre ou d'un autre genre. Être pan, le genre, on s'en fout complètement, en fait. Voilà, le genre n'intervient pas dans nos amours et dans nos désirs, tout simplement.
c'est un truc, le genre, on s'en fout, que vous dites dans une vidéo Oui, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, que vous avez faite en tant que présidente de Nozig. Et vous dites à la fois le genre, on s'en fout, et vous dites aussi qu'il y a des sexualités, qu'il n'y a pas une forme de sexualité, et qu'il faut se libérer d'un certain nombre de carcans, mais que c'est difficile et que ça prend du temps. En fait, j'ai eu la chance, moi, d'avoir la découverte de ma sexualité à une espèce de petite période, c'était la fin des années 70. On avait la pilule, on avait le droit à l'avortement, et on n'avait pas le sida. Pas encore. Donc ces quelques années ont été très propices pour moi. On n'avait pas de films porno, on n'avait pas d'internet, et donc la sexualité, on la découvrait par soi-même. Je dirais même la sensualité, on la découvrait par soi-même, en s'écoutant, en écoutant son corps et en inventant en fait sa propre sexualité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup plus victimes des images qu'ils voient sur Internet ou ailleurs, et plus dans des schémas, dans des normes que nous, on avait à l'époque. Donc ça, c'est une des choses qui m'ont surprise quand on a échangé avec vous, parce que, non pas que je pense l'inverse, mais je pensais qu'il y avait plus de liberté, notamment en constatant la liberté des jeunes de s'afficher, d'afficher leur homosexualité, leur non-binarité, etc. Alors l'homosexualité ne s'affichait pas à la fin des années 70. Oui, ça c'est peut-être une différence pour le coup. On ne s'affichait pas, mais je parle de la sexualité au sens large du terme, de la découverte de son propre plaisir, du plaisir de l'autre, et de s'écouter simplement. Et c'est de la sensualité, voilà, dont je parle. Et on n'avait pas autant de normes, autant de schémas que les jeunes ont aujourd'hui par toutes les images qu'ils peuvent voir sur Internet ou autre. Et donc, c'était plus facile de se libérer de tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'expression de la sexualité, elle devrait revenir à sa propre découverte, à l'écoute de son propre corps, de son propre esprit, et de se libérer de tout ces images que l'on subit, malheureusement, ces stéréotypes et ces normes. On parle beaucoup d'écoute ce soir, et d'écoute de soi pour mieux être dans l'écoute de l'autre aussi. Le créneau, parmi les choses que vous dites aussi, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas d'âge pour découvrir à quelle sexualité on a envie, ou à quel genre on a envie d'appartenir, ou de se sentir appartenir, ou voilà, et que tout ça peut bouger aussi. Et qu'en même temps, le plus tôt est le mieux, toujours, puisque ça permet aussi de se libérer et d'être... pas mélanger le genre et la sexualité. Ce sont deux choses bien différentes. L'identité de genre, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en soi, que l'on découvre souvent très tôt, des fois dès l'âge de 3 ou 4 ans. Donc c'est quelque chose de très différent de la sexualité, ça n'a rien à voir. L'identité de genre, c'est quelque chose qui est propre, on s'identifie dans le genre que l'on souhaite. On était dans une période, malheureusement, où quand on est une fille, on était dans un schéma bien particulier. J'en étais victime, puisque voilà, on me demandait à être typiquement la mère au foyer. Pour les garçons, c'est la virilité, c'est la domination, etc. Aujourd'hui, les personnes qui ne se sentent pas dans le genre qu'on leur a défini à la naissance peuvent l'exprimer plus librement et ont la possibilité de changer. Mais par contre, ce que je trouve extraordinaire, c'est comment les jeunes se libèrent totalement de ces stéréotypes de genre, par leur expression de genre. Ils peuvent très bien se dire « je me sens bien comme garçon parce que c'est effectivement le genre qu'on m'attribue à la naissance et je suis un garçon, mais je veux mettre une jupe et je veux me maquiller ». Donc là, il y a une liberté par rapport aux normes de la société, et les jeunes nous font beaucoup grandir, parce que quel que soit dans nos âges, on est quand même très prisonniers du code vestimentaire, du code maquillage, etc. Les jeunes aujourd'hui, ceux qui étaient à la Pride là, au mois de juin, il y en avait quand même beaucoup plus que d'habitude. Ils étaient les garçons maquillés, des garçons en jupe, des filles comme elles voulaient. Et cette libération maintenant dans des codes du genre, c'est vraiment la leçon qu'on doit retenir des jeunes. On a des lois pour l'égalité hommes-femmes depuis tellement d'années. Moi, je viens du Crédit Agricole, ça fait 20 ans qu'on a une commission égalité hommes-femmes, on n'y est jamais arrivé, quoi. Oui, c'est comme ça. Et souvent, les femmes qui réussissaient dans ma boîte, c'était les femmes qui adoptaient les codes des hommes, en fait, qui devenaient des hommes dans leur manière d'être, plutôt que de faire profiter la société de leur qualité de femme. Donc il y a toujours ce problème charnière là
de rôle. Il y a peut-être un sujet intéressant à aborder, c'est celui de l'entreprise que vous avez bien connu. Comment l'entreprise peut-elle faire pour s'adapter justement à ces nouvelles normes? L'entreprise, c'est un milieu extrêmement binaire, les hommes et les femmes. Comment intégrer ces personnes dont on parle Imaginez là? qu'on recrute des jeunes qui, finalement, de par leur tenue ou de par leur comportement, ne rentrent pas dans ces normes hommes-femmes. C'est beaucoup plus difficile de discriminer les uns par rapport aux autres. Je pense que les jeunes, ils ont trouvé la solution quelque part. Et je crois qu'à partir du moment où on va recruter des jeunes avec cet esprit-là, parce que c'est pas une mode, hein, la non-binarité ou l'expression de genre, c'est vraiment une vague de fond. C'est peut-être l'illustration de la révolution romantique dont on parlait à l'instant avec Victoire Toyon. Là, vous la constatez, vous, concrètement? Au niveau du genre, oui. De la libération du genre. Le rejet en fait, des codes. Les garçons, ils ont envie de pouvoir jouer aux filles, à des jeux de filles sans qu'ils soient traités de PD. Et les filles veulent pouvoir être ingénieurs sans se retrouver à 10 sur 50 dans une salle, dans une classe, parce qu'elles ne s'autorisent pas à faire une école d'ingénieur. Donc, pour moi, les jeunes qui arrivent là maintenant, ils vont nous donner de belles leçons. Parce qu'ils rejettent les stéréotypes, les normes qui vont avec leur genre. C'est ça. C'est surtout ça. Ils rejettent tous ces stéréotypes. Et vous, ça vous fait quoi? Ah, ça me fait du bien. Je me dis que plutôt que d'être dans la position de la grand-mère que je suis, qui doit donner des leçons aux jeunes, là, c'est complètement l'inverse. C'est eux qui nous apprennent plein de choses. Et moi, j'attends qu'ils m'apprennent encore plus. Et je les regarde et je les admire et je les trouve beaux tous, là. Et j'ai envie de pouvoir participer à ce mouvement-là. On a fait la semaine dernière notre première conviviale jeunes trans à Nozig, et ils étaient plus de 30. Donc, vous pouvez nous redire ce que sont les conviviales? C'est des instants de convivialité. On propose aux personnes, soit de manière mixte, toute la communauté, soit de manière non mixte, jeunes trans, filles, garçons. Ce sont des instants d'échange, tout simplement, de se rencontrer, d'échanger et de voir entre eux ce qu'ils souhaitent faire, des groupes de parole, des sorties. C'est de l'autosupport aussi, beaucoup. On a beaucoup entendu les termes de non-mixité dans l'actualité récemment. Victoire Toyon en parlait en disant que c'était important, la non-mixité ou la mixité choisie. Vous confirmez, évidemment? Oui, il faut les deux. Il faut les deux. Donc, c'est vrai qu'à Nozig, on a ces moments de non-mixité parce que les jeunes trans ont des problèmes bien à eux, en fait, hein, des réflexions bien à eux, des relations avec les parents bien particulières. Ça leur permet d'échanger, de se soutenir. Mais aussi, on a une fois par semaine ces moments de convivialité où tout le monde vient. Et là, c'est chouette aussi, quoi. Et ça permet d'avancer aussi dans l'éducation interne, que les gays comprennent les trans, que les bi, les pans, etc. Donc, ça permet aussi d'ajouter à la formation que l'on peut faire. On n'a jamais peur de ce que l'on connaît, en fait. Et on accepte bien ce que l'on connaît. Alors, est-ce que pour autant, vous l'évoquiez en parlant de la thématique de la Pride de cette année, ne pas devenir une cible, est-ce que pour autant vous constatez une augmentation d'une forme de sectarisme, où il y a une diffusion plutôt... nos marches qu'on a repeintes au début du mois ont été vandalisées 2 jours après la marche. Donc on en est habitué. Hein. On va les repeindre pour la 9e fois. Hein. Ça fait beaucoup de peinture à payer. Mais c'est pas grave. Ce que l'on constate quand même, c'est que souvent ces personnes qui font ça, ce sont aussi des jeunes, des mouvements extrémistes, des mouvements très durs, très violents même parfois. On a eu des attaques physiques aussi. Notre centre est tagué régulièrement. Donc cette violence, elle est latente, elle est là. Mais je vais raconter quelque chose qui est arrivé hier. Alors vous savez que la rue Joffre à Nantes, ceux qui connaissent la rue Joffre, a été une rue qui s'est colorée d'arc-en-ciel pendant ce mois de juin. Parce que vous êtes voisins. Voilà, on est dans la rue et cette rue vraiment nous a donné beaucoup de soutien. Et hier, un jeune est arrivé dans une terrasse en état de choc. Il venait juste d'être foutu à la porte de chez lui, battu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, il y a eu plein de gens autour de lui qui se sont regroupés pour le soutenir, qui sont venus nous avertir au centre pour qu'on puisse le prendre en charge. Et cette violence-là, elle est toujours là, cette violence familiale, la violence à l'école, la violence
dans la société, elle est toujours là, elle est toujours présente, on a tendance à l'oublier. Mais ce jeune-là, il était vraiment dans un état terrible, terrible, rejet total de sa famille, les coups de son père, et c'était à Nantes hier, quoi. C'est presque, c'est pas du quotidien, mais ça arrive quand même souvent. Donc là, il faut quand même faire comprendre que notre société doit agir un peu différemment. Mais ce qui était quand même satisfaisant, c'était de voir tous ces gens qui se sont mis autour de cette personne pour le rassurer, l'entourer, cette bienveillance, et ça fait plaisir. Et lui donner de l'amour. Tout simplement. Mais on a pu trouver un logement, surtout. Voilà. Alors, à propos d'amour, on va peut-être revenir à ce que vous vivez actuellement, votre 3e mariage, parce que moi j'ai une question. Pourquoi est-ce si important de se marier? On voit très... Je suis vieille, c'est peut-être parce que... Non, c'est vrai que je suis d'une génération où le mariage, c'est l'engagement. Et j'estime que si mes 2 mariages précédents n'ont pas fonctionné, c'est que l'engagement n'a pas été tenu, et pas forcément par moi, malheureusement. Mais moi, j'avais envie de dire à la magnifique femme, elle est où? Je ne la vois pas. Elle est là. Donc, je suis tombée amoureuse folle au premier regard de cette femme. Et là, au mois de décembre, j'avais vraiment, vraiment envie de lui faire ma demande en mariage. Pour une fois, j'étais dans une situation où c'était à moi de le faire. Et voilà, elle a dit oui. Elle a dit oui. Prenez les applaudissements parce que ça, voilà. Et puis on se revoit en vrai, c'est quand même pas pareil que sur Zoom. Quel message est-ce que vous avez envie de transmettre absolument ce soir ici aux gens qui vous écoutent? Si vous êtes parents, arrêtez de dire à vos enfants, t'es un garçon, tu pleures pas. Et arrêtez de dire d'offrir des petites cuisines aménagées à vos filles pour Noël. Voilà, ça c'est la première chose. Ça vaut aussi pour les grands-parents. Ouvrez-vous tous les champs de possibilités. Si vous êtes une femme, vous êtes douée à l'école, si vous êtes doué en sciences, foncez vers les professions que l'on dit masculines, d'ingénieur, d'astronaute, de cosmonaute, tout ce qu'on veut. Ne vous limitez pas. Vous avez votre place partout. Donc ça, c'est important. Et pour les garçons, dites-vous que votre suprématie devrait toucher à sa fin quand même un petit peu. Je crois que ça commence à entrer ce soir. Ça va? Ça va. Et je vais peut-être m'asseoir un peu parce que ouais, assieds-toi. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'on avait l'esprit de contradiction. Oui, c'est ça. Alors, votre credo, Violette, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est aussi un peu aimons-nous et respectons-nous les uns les autres. La bienveillance, c'est ce mot-là, c'est ce mot-là que j'aime bien, celui que je répète aussi à Nozig. Ne pas juger, ne pas avoir de jugement. Les personnes peuvent être ce qu'elles sont. Si vous avez un mec barbu devant vous qui dit « je suis une femme », c'est une femme, vous ne posez pas de questions. C'est simplement cette possibilité pour vous d'ouvrir vos esprits, que ce qui compte, c'est comment les personnes se définissent, et comment elles souhaitent aimer. Et ne jugez pas, vous n'avez pas à juger quoi que ce soit là-dessus. Vous devez accepter, vous devez vous-même vous permettre d'aimer qui vous voulez et d'être qui vous voulez. Voilà, il faut vous libérer de ces codes que j'ai dû subir pendant quelques années, les années 50, 60. Vous avez cette chance de pouvoir vivre un peu plus libéré, mais encore trop de normes. Donc libérez-vous de tout ça. Merci c'est que de l'amour. Merci beaucoup, Violette. Merci, Violette, merci. Bravo.